Donc, les cas cliniques sur la partie thoracique, directement avec ce premier cas. Donc, c'est un patient, comme vous pouvez le voir, de 61 ans, qui s'est présenté aux urgences, donc à l'hôpital cardiologique, il y a une urgence, il y a une porte urgence douleur thoracique. Il arrive à 2 jours après sa douleur thoracique et quelques anomalies ont été notées, notamment sur le CG avec une onde T négative en latérale. Échographie transthoracique est normale et il est noté comme facteur de risque cardiovasculaire seulement l'âge. Mais pour autant, 2 mois auparavant, il a présenté un NSTMI. Alors, il y avait une coronarographie qui retrouvait des coronaires angiographiquement saines. Alors, je vous présente le cas clinique. La lecture, on verra, de cas du thorax, on l'a fait aujourd'hui de manière systématique avec, pour moi, ce type d'affichage qu'on va voir petit à petit, mais finalement, on va commencer par ce que l'on connaît, l'imagerie conventionnelle. Donc, douleur thoracique, il y a donc une suspicion ici, dans ce contexte-là, d'embolie pulmonaire, et vous pouvez voir que le protocole ou l'acquisition n'est pas d'une qualité optimale. Donc, on a regardé. Alors, c'est un cas qui initialement a été dicté normal par l'interne. On était à la console ensemble. On regarde. Il commence normal à regarder le cas et il trouve ce cas normal. Alors là, il n'avait pas regardé ce mode d'affichage et je lui dis tout de suite, tiens, regarde ce mode d'affichage et change, et regarde non pas les artères, puisque c'est la première chose que tu veux voir, et puis je peux revenir sur les artères, comme on fait en imagerie conventionnelle en IP, hop, voilà, les artères ici. Ce que je apprécie plus particulièrement, c'est cette cartographie. Donc, c'est ici, vous allez voir, c'est une fusion entre l'imagerie de l'iode, qui en fait est un marqueur de la microcirculation pulmonaire. Et on le sait, ce marqueur, et donc c'est un marqueur de substitution de la perfusion pulmonaire. Il a été très bien démontré. Et je lui dis de regarder de cette manière. Et puis là, vous pouvez changer bien sûr le seuil. C'est un seuil que j'utilise de manière assez classique et que je fais un peu varier, mais pas pour autant. Et puis, en faisant varier, vous pouvez apprécier des anomalies physiologiques, comme le gradient qui est entre les parties antérieures et les parties postérieures gravitodépendantes, qui est tout à fait normal. Vous pouvez apprécier un gradient qui est cortico-médulaire avec un cortex qui peut être un peu moins perfusé que la région périhilaire. Et puis il y a aussi un gradient en fonction de l'acquisition. Et chez nous, on fait une acquisition qui est crânio-caudale. Et donc on a souvent un gradient avec des bases un peu plus perfusées que l'apex. Donc une fois que j'ai montré ces anomalies de perfusion qui sont de l'ordre du physiologique, je vous propose de regarder un peu plus en détail et voir s'il y a des choses qui ne sont pas physiologiques. Alors là, vous pouvez voir, ce qui est intéressant, c'est que je n'épaissis pas mes coupes, je reste à 1 millimètre. Et ce qui est, si on reprend du haut vers le bas, donc on a des choses, des anomalies qui sont liées bien sûr aux artefacts. Ici, il y avait une pince du TVI avec un reflux dans la veine intercostale supérieure gauche et puis une stagnation, une stase dans le TVI, ce qui faisait un artefact qui est pas joli. Cet artefact, dans notre expérience, on l'a de moins en moins parce qu'on injecte de moins en moins de produits de contraste, de volume. On est à 25 à 30 grand max de volume de produits de contraste et avec un flush derrière, ce qui nous permet d'avoir une belle qualité d'image et peu d'artefacts dans les apex. Et là, ce que l'on peut voir, et on est dans le contexte de recherche d'embolie pulmonaire ou recherche d'anomalies à perfusion, on va s'intéresser aux anomalies qui sont dites systématisées, un peu type embolique, avec notamment une encoche corticale, base corticale. Et là, on commence à apprécier. Vous voyez, vous avez 2 éléments, le Z effectif et puis aussi cet élément aussi que vous voyez ici. Et on peut s'amuser, ou du moins à optimiser la visualisation, serrer les fenêtres comme on fait en imagerie standard pour diagnostiquer ici une anomalie de perfusion. Donc alors à partir de là, je lui dis, écoute, maintenant regarde les artères rétrospectivement. Donc on revient sur les artères. Donc là on est en conventionnel. Donc là on est en conventionnel. On est aussi en conventionnel ici 70 kV. On va MIPer un petit peu. Et puis après dans ce display là, il y a l'imagerie à 40 kV. Et on va s'intéresser donc aux anomalies de perfusion. Si vous vous rappelez, c'était cette anomalie de perfusion ici. Donc on va s'intéresser de manière centrée à l'artère correspondante. Et vous pouvez voir ici une embolie pulmonaire qu'on avait du mal. Vous voyez l'imagerie conventionnelle ici à votre gauche et l'imagerie 40 kV qui confirme la présence d'une embolie pulmonaire dans ce territoire.
Alors, c'est pas tout. On avait noté probablement une deuxième anomalie ici. Cette anomalie, parfois, elle est liée, comme je vous l'ai dit, à un gradient, mais du coup, vu le contexte, eh ben, on a regardé les artères et vous voyez une autre artère. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on va s'intéresser à une autre visualisation des artères. Là, on a la macrocirculation de manière un peu simple, mais si on s'intéresse à l'imagerie de l'iode sans eau, vous allez voir la microcirculation sans cette et hop, on va limiter. Et vous allez voir la visualisation de cette arborisation ici focalement un petit peu moins dense, hein, une densité capillaire, une densité en termes de microcirculation moins importante, qui est en fait effectivement cette même image, mais avec une résolution spatiale concernée. Ici, voilà, une résolution spatiale conservée, tandis qu'ici, on a l'aspect un peu plus flouté de la visualisation de la perfusion. Donc ce cas-là montrait deux défauts de perfusion qui ont été en fait les éléments déclencheurs finalement pour voir les anomalies des artères. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce patient, il a présenté un NSTMI 2 mois auparavant à des anomalies de la repolarisation et en plus, c'est une embolie pulmonaire. Et du coup, je vous pose la question, à quoi il faut penser dans ce contexte ici, chez ce patient. Ce diagnostic a été porté rétrospectivement, à la fois cliniquement et puis aussi sur la base de l'imagerie. Alors, en attendant, je peux vous montrer la visualisation du cœur qui, alors ce patient a présenté un STEMI, elle n'a pas de ondes Q, mais des ondes de nécrose, mais a effectivement des troubles de la repolarisation. Donc on regarde, les deux sont associés. Donc là, j'empiète sur la partie de Monsieur Dweck, mais on a la visualisation aussi de notre cœur avec la visualisation de défauts de perfusion dans 2 territoires. Donc au final, ce patient, on lui a suspecté une embolie, enfin des processus thromboemboliques à gauche et à droite, ce qui doit faire suspecter chez lui des processus d'embolie paradoxale. Et ça serait un peu la chute de ce cas-là, c'est que j'ai tant bien que mal essayé de voir le FOP en imagerie spectrale ou en imagerie conventionnelle. Et pour être honnête, il est quasiment impossible de l'avoir évoqué en prospectif. En rétrospectif, pourquoi pas, c'est-à-dire la visualisation aussi, mais il n'y a pas du tout de champ droite-gauche visualisé. En tout cas, ce patient, pour conclure, on a utilisé en premier lieu la carte diode avec la préférence pour le mode fusion pour la carte de perfusion pulmonaire. Alors, il ne faut pas parler véritablement de perfusion pulmonaire, c'est l'imagerie de la microcirculation, mais on le sait que c'est un bon substitut à la perfusion pulmonaire, comme on a pu le voir là. Par ailleurs, la scintigraphie a confirmé les défauts de perfusion dans les suites. Et puis l'autre élément qui était le mono-I 50, alors inférieur à 50, dans le cadre de l'embolie pulmonaire ou de l'imagerie thoracique, 40 kV est très intéressant et pour moi est utilisé de manière systématique. Les principales caractéristiques ont été les défauts de perfusion chez ce patient, le gradient de perfusion physiologique qui dépend de plusieurs facteurs, le patient lui-même, sa position, le type d'acquisition, la morphologie, puis le boost du contraste, vous avez vu, entre le thrombus et la lumière. Le diagnostic était des EP, processus embolie pulmonaire, des processus aussi thromboembolique gauche, avec un shunt gauche-droit, droit-gauche, pardon, suspecté. Voilà. Alors, deuxième cas. C'est un homme de 70 ans qui vient pour un bilan d'HTAP. Alors, il a des PAPS élevés, une dyspnée élevée. En fait, dans l'histoire, il a un syndrome des antiphospholipides qui a été bien positivé à l'occasion d'un syndrome catastrophique des anti-PL. Donc, vous voyez ses antécédents, il a présenté de multiples embolies pulmonaires, des épisodes d'AVC, de TVP et une insuffisance cardiaque coronaire saine, probablement rythmique. Il se présente des douleurs thoraciques, il présente des douleurs thoraciques à l'effort, constructives, mais qui cèdent à l'effort, qui ne font pas suspecter de coronaropathie ou de maladie coronaire stable, pardon. Et il a été donc hospitalisé pour sa dyspnée. Il a été décidé de rechercher une HTAP, une maladie post-embolique. Donc de la même manière, je vais utiliser les mêmes cartographies. Vous avez le choix d'utiliser plusieurs couleurs. Moi, enfin, personnellement, j'aime bien la visualisation avec ce type de couleur.
et avec ce type de fenêtrage qu'on peut adapter comme on l'a vu avant. Le Z affectif, on l'a pas assez regardé avant, mais vous allez voir qu'il est extrêmement pertinent. Et puis la densité électronique, j'en parlerai pas parce qu'on n'a pas l'habitude de l'utiliser, mais je suis tout à fait emballé par la présentation de Philippe sur les anomalies de perfusion en densité électronique ou les anomalies du parenchyme. Alors là, tout de suite, on peut voir les anomalies de perfusion qui sont pathologiques, hein, qui sont bien au-delà du gradient de perfusion. D'autres anomalies du même type, hein, systématisées, triangulaires à base pleurale, dans différents territoires du poumon, qui confirment la maladie post-embolique. Et vous voyez de manière très élégante et de manière très simple la visualisation, c'est dépôts de perfusion qui prédominent dans les bases, ce qui paraît tout à fait concordant avec la maladie post-embolique où les défauts de perfusion vont intéresser plus les bases. Alors maintenant, si on s'intéresse à la visualisation des artères, eh ben, l'utilisation de l'imagerie mono-I à faible énergie est intéressante pour augmenter la visualisation des thrombus. Alors, regardons maintenant les artères à 40 kV et ici 70 kV, donc comme une imagerie standard. En mi-pan, on voit de manière un peu plus rehaussée l'opacification, il y a un iodine boost, l'opacification des artères pulmonaires, ce qui permet de diagnostiquer de manière un peu plus simple les anomalies de calibre associées à cette maladie qui forment cet aspect en collier de perles, hein, dû au remaniement des thrombis. Il y a une autre visualisation qui est extrêmement intéressante avec la visualisation d'une arborisation d'arbres artériels morts, qui est la visualisation, regardez, en coronale, comme type angiographie, hein, où on confirme un arbre mort dans les territoires intéressés par la maladie post-embolique. Et donc les principales caractéristiques ont été donc les défauts de perfusion, les remaniements des thrombis, le boost du contraste dans le thrombus et la lumière. Alors chez ce patient, il a été réalisé un cathé droit et il a été retrouvé une augmentation des pressions artérielles pulmonaires post-capillaires augmentées et qui était en faveur donc d'une cardiopathie gauche associée, ce que l'on connaissait. Chez ce patient, il est donc surveillé ses pressions et notamment surveillé l'apparition d'une HTAP précapillaire. Alors ensuite, le troisième cas. Troisième cas, c'est un cas d'un jeune patient de 56 ans qui a une hémoptysie à répétition. Ce patient, il a des hémoptysies à répétition lors d'efforts. Il est sportif non pas que du dimanche, mais sportif en faisant beaucoup de vélo et de courses. Et à chaque course ou sortie en vélo, il présente des hémoptysies, des crachats hémoptoïques. Dans ses antécédents, il a eu une radiofréquence d'une AGFA paroxystique et donc il a été revu par son cardiologue un an après cette radiofréquence pour ses hémoptysies à répétition, qui lui a réalisé une ETT, un scanner thoracique et le bilan a été négatif. Il n'a pas été retrouvé d'anomalie particulière expliquant ces hémoptysies à répétition. Alors, il nous a adressé, on discute avec le cardiologue, qui est un cardiologue à l'hôpital, et on lui propose de réaliser une évaluation injectée et avec une évaluation de la perfusion pulmonaire pour évaluer notamment des causes. Alors, on pense à une cause particulière, hein, qui est une cause qu'il faut penser après une ablation des foyers de DACFA. La première visualisation, vous voyez, avec ce layer, a été de voir de manière facile et agréable le défaut de perfusion systématisé à l'ensemble du lobe supérieur gauche. On voit bien sûr le gradient physiologique, mais par contre, là, on voit bien une anomalie de défaut de perfusion systématisé au lobe supérieur gauche. Ce qui doit faire suspecter dans ce contexte, bien une thrombose post-ablation, une thrombose de la veine pulmonaire supérieure gauche que vous voyez ici. Une belle thrombose de la veine supérieure gauche qui se manifeste par un retard, alors par un défaut de perfusion du poumon, hein, donc c'est à un an après cet événement, et donc l'atteinte
le phénomène de compensation au niveau artériel pulmonaire fait que il va y avoir une vasoconstriction du territoire artériel pulmonaire. Enfin, l'hypothèse que l'on a portée est que de ce fait, il y a eu une raréfaction de l'arborisation artérielle pulmonaire et que dans les suites, chez ce patient, s'est développée une systématisation du poumon avec un développement important, une artère bronchique à destinée du lobe supérieur gauche, tortueuse, donc en faveur d'une systémisation du poumon, enfin du lobe supérieur gauche, qui expliquait donc un hyperdébit dans ce territoire et qui était exacerbé par l'effort, donc un hyperdébit à l'effort dans ce lobe supérieur gauche qui expliquait une hémorragie intra-alvéolaire par donc hyperartérialisation des parois bronchiques. Alors, ce qui est donc intéressant dans ce cas, c'est que on a pu, à l'aide de l'ensemble de ces éléments, retrouver, enfin expliquer le pourquoi du comment dans ce contexte de thrombose de la veine lobaire supérieure gauche. Peu de cas, enfin pas de cas ont été rapportés à notre connaissance, mais en discutant une fois dans un staff, il aurait été, une collègue aurait eu ce même problème bref, ce qui paraît donc très intéressant. En tout cas, voilà, effectivement, la conclusion, c'est que on a la fonction et la morphologie qui sont combinées et de manière élégante. Et alors, le dernier point qui est extrêmement intéressant, qu'on voit plus sur, alors, on a décidé du coup d'emboliser l'artère bronchique chez ce patient et on a surtout proposé d'aller voir un chirurgien parce que très clairement, ce patient est déperfusé, a un lobe supérieur gauche qui est déperfusé et n'est probablement pas fonctionnel. Et devant la présence d'hémoptysie, il faudrait discuter une lobectomie. Ça a été discuté avec le chirurgien, mais avant la lobectomie, on a proposé d'emboliser, ce que l'on a fait. On a bien mis en évidence une arborisation artérielle bronchique diffuse, mais malheureusement, ce patient a présenté encore un événement d'hémoptysie. Et alors, comme la systémisation du poumon peut être multiple et que le défaut de perfusion se situe dans le lobe supérieur gauche, il est licite de regarder l'artère mammaire interne gauche. Et on voit ici qu'elle a un réseau développé. Et en regardant le cas hier, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouvais cet élément très joli, c'est-à-dire qu'on voit la visualisation à un endroit d'une systémisation du poumon et par un passage transpleural comme attendu, aux dépens de l'artère mammaire, exactement ici. Hop, je reviens. Pour vous montrer l'intérêt de la résolution spatiale. Hop. À ces endroits-là. Ça peut être totalement discuté, mais regardons maintenant la perfusion à cet endroit-là. Peut-être que je pense qu'il y a, oui, c'est pas sur ce cas-là, je vais mettre la suite, c'est-à-dire donc l'artère bronchique a été ensuite dans les suites embolisée et on l'a recontrôlée après pour voir s'il y avait donc un succès de l'embolisation et surtout suite à l'hémoptysie récidivante. Et aussi, on s'est posé la question d'une systémisation du poumon aux dépens d'autres artères, mammaires bien sûr, mais aussi intercostales. Et le deuxième contrôle donc, a mis en évidence cette artère mammaire interne à gauche comme elle était très développée, en faveur de systémisation. Et aussi, regardez, une persistance de la perfusion aux dépens systémique aux dépens de cette artère mammaire interne. Ici, en fait, on a dévascularisé la perfusion du lobe supérieur gauche car on a embolisé le patient et vous pouvez voir que l'artère bronchique n'est plus ou peu visualisable par rapport à avant et on persiste avec cette visualisation d'une perfusion aux dépens du territoire mammaire interne gauche qui n'a pas été embolisé. Aujourd'hui, le patient a été informé de la nécessité d'aller jusqu'à la chirurgie puisque on pense que déjà il va continuer son activité sportive et que voilà. Et le poumon n'est pas fonctionnel. Oui, bien sûr. Ok, donc là, ce cas-là, ce qu'il fallait noter effectivement, c'était ce diagnostic qu'on a porté hein, d'hémorragie intra-alvéolaire, d'hyperdébit, hyperartérialisation des bronches liées à l'effort par systématisation du lobe supérieur gauche et montre bien l'intérêt de combiner la morphologie à la fonction grâce à ces images multiparamétriques spectrales. Le cas numéro 5. Le cas numéro 5, c'est un patient de 52 ans. Je vous ai mis la liste des médicaments. Vous pouvez voir qu'il a de lourdes comorbidités pulmonaires hein, avec une maladie
maladie, une BPCO, hein, il a des traitements pour cette maladie, et puis aussi il a un terrain d'exogénose avec carence, d'où ces vitamines. Il est hautement fumeur, un fumeur à 80 paquets années. Ce patient en fait a été hospitalisé au mois d'avril pour un épisode d'exacerbation de la possible BPCO sévère puisqu'il est passé en réa avec une intubation orotrachéale, un relais par VMI. Et il y avait une acidose hypercapnique. Il est contrôlé 2 mois après lors de sa consultation en scanner. On lui réalise une injection pour ne pas passer à côté d'éléments thromboemboliques. On va regarder l'analyse du parenchyme qui concorde totalement avec la symptomatologie et la maladie du patient. Là ne sera pas l'intérêt. L'intérêt sera de regarder les anomalies de la microcirculation que l'on pourra corroborer à la maladie. Alors, donc ici, on a une reconstruction en image conventionnelle avec un filtre qui n'est pas un filtre dur, hein, celui qu'on pourrait réaliser, celui qu'on pourrait avoir en fenêtre parenchymateuse. C'est pour ça que je bénéficie de cet outil très pratique, hein, qui est en fait un filtre gaussien que l'on peut adapter dur ou moins dur, hein, qui va filtrer le bruit selon la fréquence spatiale avec ici une fréquence spatiale plus élevée. Et on peut voir chez ce patient des épaississements des parois bronchiques et puis aussi, si on se met dans le mode MINIP, un mosaïcisme, un très beau mosaïcisme chez ce patient qui fait évoquer la perfusion mosaïque, la mosaïque de perfusion de cause bronchiolaire, hein, enfin de cause ventilatoire très certainement. Ici, on n'a pas d'expiration, mais on bien sûr vu ce contexte. Alors, ce qui devient intéressant, c'est maintenant de voir ce qu'il en est de la perfusion du poumon, la perfusion du poumon comme on a pu le voir avant, voir la fonction au niveau du poumon, et on peut admirer ici la perfusion. Donc, il faut bien adapter son seuillage, et on peut voir la perfusion du poumon qui est fortement atteinte, hein, de manière patchy dans les lésions, dans les territoires ventilatoires distaux, et qui coïncide et qui donc ici montre la perfusion, cette fameuse perfusion mosaïque. Donc ici, l'intérêt ici, ça va être de monitorer ou de visualiser, de mettre en évidence les anomalies de la microcirculation dans cette pathologie de BPCO. L'intérêt ici, et certains l'ont montré, ça pourrait être de monitorer notamment le traitement chez ces patients et monitorer la réussite ou pas post-thérapeutique. Alors, donc c'était le cas 5. Les disparités de qualité de la microcirculation, je vais revenir dessus. Effectivement, je les ai pas montrées, mais la perfusion mosaïque qui corroborait avec les anomalies sur l'image conventionnelle en MINIP, hein, cette fameuse dite perfusion mosaïque. Et donc le diagnostic est de monitorer les anomalies de la microcirculation. D'un point de vue microcirculation, et c'est la disparité de calibre, eh bien, c'est cette imagerie diode sans eau en MINIP qui associe une visualisation de la microcirculation en distalité et une résolution spatiale conservée qui permet de voir de manière nette, qui permet de voir la rupture de calibre sur ce poumon périphérique qui, on a pu le voir, souffre d'anomalies initialement bronchiolaires chez ce patient BPCO. Voilà l'intérêt dans cette pathologie, dans ces pathologies des voies aériennes, c'est d'associer la visualisation de la perfusion. Alors un autre cas, le dernier cas, qui va être le cas dans l'air du temps, qui complète les beaux cas qu'on a vu, le beau cas avant qu'on a vu présenté par l'équipe de Charleville-Mézières. C'est un cas donc de Covid dans l'air du temps, un homme de 86 ans qui a des antécédents cardiovasculaires. Il a été en fait hospitalisé dans la phase, on va dire, cliniquement initiale, c'est-à-dire entre J1 et J7 pour un Covid, avec une symptomatologie respiratoire, une hypoxémie qui était très modérée, voire faible. Enfin, il n'a pas nécessité d'oxygénothérapie dans la phase initiale. Il est rentré à domicile
Cependant, à J17, qui correspond à une deuxième phase clinique, il a présenté une aggravation respiratoire qui a nécessité un transfert en réa, mis sous optiflo, examine, et il a été réalisé un scanner pour rechercher évidemment une embolie pulmonaire. L'issue a été tragique avec un décès à 2 jours. La cause du décès est un peu combinée, mixte entre la décompensation cardiaque gauche et l'hypoxémie d'origine donc liée à la maladie sous-jacente du Covid. Il a été réalisé un scanner donc 2 jours avant son décès, c'est-à-dire au moment de l'hospitalisation du transfert en réanimation. Et la question donc posée a été bien sûr l'embolie pulmonaire. Alors, on a vu un beau cas avant, mais ce que l'on va voir ici, ce n'est pas une embolie pulmonaire, mais ce sont des anomalies de la vascularisation pulmonaire, plus précisément donc de la microcirculation. Pareil, la même visualisation que pour les cas précédents. On va commencer par regarder le parenchyme et ce qui mettra en évidence donc des consolidations alvéolaires. Des images en faveur d'un crazy paving, des images. Alors dans la sémiologie, si Catherine nous écoute, effectivement il y a les anomalies qu'ils ont très bien décrites, l'élargissement des vaisseaux au sein des lésions du Covid, que l'on voit bien sûr, qu'on verra après sous une autre forme. Et on voit donc ces lésions de Covid qui intéressent le poumon dans une forme modérée à sévère. Ce qui est intéressant ici chez ce cas-là va être en fait de... Hop, je me mets sur le bon. Hop, va être de voir l'atteinte de la microcirculation. Et pourquoi c'est intéressant? Puisque récemment, et c'est des études notamment histologiques ont bien mis en évidence que les lésions donc virales, la pneumonie, on va dire, de Covid, au sein de ces lésions, il y aura une atteinte de la microcirculation avec l'apparition donc d'une coagulopathie diffuse, de microthrombie et de dysfonction endothéliale que l'on peut ici observer dans ce cas sous la forme d'une très nette hypoperfusion dans le territoire concerné donc par la lésion. Donc vous voyez l'ensemble des alors c'est pas l'ensemble des condensations, mais la plupart des condensations chez ce patient présentent ce défaut de perfusion. S'il faut rebondir sur le signe qui est l'élargissement des vaisseaux au sein des lésions, et ben on peut voir certaines lésions qui vont présenter cet élargissement vasculaire et d'autres lésions qui vont présenter une rupture calibre, voire une classification très nettement amputée en distalité, ce qui corrobore très bien ce qui a été montré récemment d'ailleurs sur une belle étude dans le New England sur la visualisation soit d'une angiogénèse, soit d'une thrombose, de microthrombus et donc d'une atteinte de la microcirculation. Donc l'hypothèse, c'est que ça explique effectivement, ça peut expliquer l'aggravation chez ces patients, notamment à cette seconde phase clinique et cette phase qui est extrêmement grave puisque, comme vous l'avez pu voir ici, ce patient est décédé. Les principales caractéristiques de ce cas sont les hétérogénéités de perfusion avec des hypoperfusions des lésions de Covid. Le diagnostic a été une atteinte modérée à sévère et une atteinte sévère de la microcirculation en phase d'exacerbation. Donc voilà ce qu'il en est pour ces cas-là. Pour conclure, il y a 2 autres applications qui ont été bien illustrées par mes prédécesseurs, avec notamment la comparaison entre un angioscanner pulmonaire fait de manière classique avec 65 ml d'iode et la réalisation d'un angioscanner à 38 litres d'iode. Et vous voyez qu'il reste encore du produit de contraste dans le réseau veineux d'amont, ce qui fait dire qu'on a injecté beaucoup trop de produits de contraste encore. Ici, c'est une imagerie à 50-55 kV et on aurait pu injecter beaucoup moins. Effectivement, 15 millilitres est une quantité d'iode qui peut être envisageable. La réduction de la dose des rayons X, c'est un travail ici qui a été bien montré dans certains papiers, qui est l'intérêt pour caractériser des lésions. Ici, c'était un adénocarcinome qui présentait un rehaussement
visualisable en réalisant une imagerie virtuellement sous contraste, et on voit le rehaussement qui est de l'ordre de 50%. Donc au final, dans notre expérience, plusieurs applications d'imagerie thoracique se font voir et sont utilisées de manière courante, et c'est ce qui est important, le message à dire ici, notamment la réduction des doses de produits de contraste, la réduction des doses de rayons X, l'imagerie de la vascularisation distale, de la microcirculation avec ses anomalies, soit vasoconstriction, soit vasodilatation, l'imagerie de la perfusion, et aujourd'hui on a parlé surtout de la perfusion qualitative, mais on travaille beaucoup sur la perfusion quantitative, et d'ailleurs on l'utilise en clinique pour notamment l'évaluation avant lobectomie par exemple, ou même l'évaluation de l'HTAP post-embalique. D'autres anomalies, d'autres applications sont possibles, avec notamment l'imagerie de pair avec le xénon ou le krypton pour réaliser l'imagerie de la ventilation, chose qu'on ne fait pas parce que nous n'avons pas la plateforme. La caractérisation tissulaire, c'est notamment l'analyse tumorale, mais pas que, l'analyse qui est basée sur l'imagerie dite de pair, et puis bien sûr plein d'autres à explorer, et cette slide finalement est un peu ancienne puisqu'elle ne prend pas en compte les belles images de densité électronique qui nous ont été montrées auparavant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.